Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Notre pays, qui a 2 345 000 km² est un vrai défi en ce qui concerne la sécurité, en tout cas l'extension de l'autorité de l'État. Avec un tel territoire et une population estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants, chaque jour garantir à cette population la sécurité, la tranquillité de nos nuits et surtout que les choses aillent de l'avant, c'est un défi majeur qui revient principalement au ministère de l'Intérieur qui a en charge toute cette difficulté de gestion au quotidien. Notre pays, depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, a essayé de faire des avancées dans ce secteur. Et aujourd'hui, malgré qu'une partie du pays est occupée par la guerre, par les étrangers, donc par les Rwandais, il reste néanmoins en tout cas plus de 24 provinces qui doivent être administrées. Le ministre de l'Intérieur fait-il son travail? Y a-t-il espoir que la criminalité résiduelle ou principale qui sévit dans nos cités puisse un jour être éradiquée? Que fait finalement ce ministère pour que vous puissiez être rassurés que l'autorité de l'État est partout? Ces questions, vous les posez tous les jours, mais ces questions méritent des réponses et c'est pour avoir ces réponses que nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une des autorités principales de ces ministères. Je reçois Maître Alphonse Tamboué, bonsoir. Bonsoir, M. Willy Kalengai. Maître Alphonse Tamboué, vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani. Vous avez donc été pratiquement mobilisé pour venir aujourd'hui. Ça n'a pas été facile parce que j'ai dû vous sortir de vos réunions interminables pour que vous soyez sur ce plateau parce qu'il faut répondre aux questions de notre public. Merci donc d'être là. Merci aussi. Vous êtes un avocat connu, vous avez travaillé beaucoup, vous connaissez l'État, vous connaissez le pays, vous avez donc une sensibilité par rapport aux questions que je vais vous poser. La question que l'on se pose, et je vais commencer par là. Depuis que Maître Jacques Chabani est au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé? Nous sommes dans la continuité des difficultés ou vous pensez que quelque chose de nouveau s'est installé qu'on n'a peut-être pas encore vu? Je commence comme ça, excusez-moi, avec la brutalité de ma question, parce que les peuples ont besoin de savoir. Merci beaucoup, M. Willy Kalengai, pour l'invitation d'abord. Vous avez effectivement trop insisté. Je tiens à vous informer d'entrée des jeux que le VPM Jacques Chabani ne veut pas beaucoup parler. Ça, j'ai remarqué. Alors que, oui, il ne veut vraiment pas beaucoup parler. Il veut plutôt être dans le feu de l'action. Alors, pourtant, c'est un très bon communicateur, mais étant aux affaires, étant au front, étant à l'action, devant les défis, il préfère beaucoup trop affronter les défis avant de venir parler. Vous avez beaucoup sollicité, vous avez beaucoup insisté, il m'a délégué, il m'a envoyé aller répondre aux questions. Effectivement, il y a opportunité d'éclairer, c'est pourquoi je vous remerciais au début. Il y a opportunité d'éclairer l'opinion sur beaucoup de points pour que finalement on ait un même entendement, une même vision des choses. Parce que l'incompréhension vient parfois du fait que dans le commun des mortels, on pense autrement. Mais nous, ce que nous faisons pourtant va dans le sens du commun des mortels, de l'intérêt général, de l'intérêt du commun des mortels. À tout moment, je pense effectivement qu'il faut communiquer. Et à ce titre, nous répondons avec joie. Nous venons devant vous avec toute la conscience que vous êtes pas n'importe quel journaliste. Je vous le dis ouvertement, permettez-moi d'avouer. Lorsqu'on est devant Willy Kalengai, lorsqu'on est devant Radio Okapi, permettez de citer vos confrères, lorsqu'on est devant Top Congo FM, Christian Lusakweno, Christian Kambundi et les autres là, on se doit d'être très sérieux et bien préparé. Alors, vous dites que ma question reste la même. Y a-t-il quelque chose qui a vraiment changé?
Monsieur Willy Kalengai, vous me posez une question qui me plonge dans le vague. Dans le vague, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui a réellement changé? Le changement, là, nous l'évaluons par rapport à quoi? Nous partons d'où, vers où, pour dire qu'il y a changement. Parce que si je me mets directement à répondre, depuis que le VPM Jacquemain Chabani est là, qu'est-ce qui a réellement changé? Je tombe dans le piège d'un journaliste aussi aguerri dont j'étais en train de vanter les mérites. Donc la question pour moi, elle est vague, à la fois claire et à la fois obscure. Nous allons essayer de la comprendre. Donc, je comprends bien. Très bien. Précisez votre question. Je comprends bien. Donc, voilà. Alors, si nous rentrons un peu dans les fondamentaux, Maître Jacquemain Chabani Ali Foncé à l'intérieur, oui. Il est confronté à quel défi urgent, ce qui lui permet de prendre quelques mesures. Une des mesures clés, selon votre avis, qui lui a permis finalement d'avoir la main à la pâte. Merci beaucoup, M. Willy Kalengai. Vous voyez que j'avais raison de vous amener à préciser votre question. Je veux vous donner la réponse. Permettez-moi qu'elle soit un tout petit peu longue. Mais je vous en prie. Nous allons permettre plutôt à des millions d'auditeurs qui sont derrière Willy Kalengai de comprendre les choses. Parce qu'il faut partir de quelque part. Moi, je parle de ce quelque part pour préciser les choses. Ce pays, lorsqu'il nous a été légué par les Belges, c'était un territoire qui était défini, vous l'avez dit au début de l'émission, et j'ajoute un peu, 2 345 000 kilomètres, 410. Vous avez omis 410. 2 300 000 kilomètres, 410. 300 000, 410 kilomètres. Il y a les 400 000 que nous n'allons pas céder à n'importe quel prix. C'est ça l'intérieur du pays. Voilà l'étendue territoriale que nous devons sécuriser. Voilà finalement le gros ventre de défi. Lorsque les Belges nous lèguent ce territoire-là, bien sûr, il y avait des tumultes, sécession due à l'indépendance, et puis après, il y avait ce territoire-là. Le président Mobutu le prend, il y avait l'unité nationale. Le président Mobutu le prend, il y avait la sécurité, la cohésion sociale. Mais le problème est venu d'où? Je vais vous montrer d'où nous sommes partis. Le problème est venu d'où? Lorsque finalement le vent de la perestroïka a soufflé, ça a un peu perturbé le président de la République, Mobutu Sese Seko. Ça l'a perturbé, pourquoi? Parce que ce vent-là de la perestroïka a poussé le président à abandonner ses grands principes, ses acquis. Entre autres, c'est sous le président Mobutu qui a eu ce que nous avons constaté au Katanga, l'épuration ethnique. La cohésion est morte avec cette épuration ethnique. Avant ça, personne ne savait pas que tel et de tel, tel et de tel. Tout le monde savait que l'étendue de son territoire, c'est tout le Zaïre à l'époque. Il pouvait aller n'importe où, oui. N'importe où. Oui. Mais avec ce qui s'est passé comme paradigme, comme modèle de gestion politique pour récupérer le pouvoir qui veut vous échapper, l'épuration ethnique des Kassaïens au Katanga a brisé la cohésion sociale. Tout le monde a commencé à chercher « je suis d'où ?» Alors que, de tout temps, pendant les 32 ans, il nous avait appris que tribu, oui, mais tribalisme, non. Lui-même a pris la machette à couper. Un des grands acquis. Le vent de la perestroïka a également perturbé le président Mobutu. Comment? Parce qu'on a organisé des pillages systématiques à Kinshasa et ça s'est répercuté même dans les provinces. Ces pillages ont tué les tissus économiques, la cohésion sociale a plongé la population dans un gouffre
Nous sommes entrés tout droit dans un gouffre, avec les 2 pillages qui se sont répandus à travers tout le pays. C'était politiquement calculé, parce qu'il y a l'opposition qui avait mis beaucoup de pression, il y avait la pression internationale, le vent de la perestroïka, comme je l'ai dit. 3e phénomène, c'est finalement le génocide au Rwanda, 1994, 94, par là, et les Rwandais sont entrés avec l'armée, tout ça. Si vous suivez l'Afrique en morceaux, le Premier ministre Kengo en parle assez largement parce que nous sommes limités dans le temps, je vais vite. Alors ce vent-là a fait quoi? Une rébellion a commencé au Rwanda, est entrée par l'Est, est arrivée à pied jusqu'à Kinshasa. La conséquence, c'est quoi sur le plan du ministère de l'Intérieur? Je vais arriver. La conséquence, c'est que c'est comme si on prend le ventre d'une femme, on ouvre pour faire la césarienne et sortir le bébé, mais on laisse béant. Les frontières sont devenues poreuses. Tout cet intérieur-là, 2 345 000 km 410, c'est ouvert. Frontières poreuses. Donc le pays est resté béant. Je me résume en disant Mboka Ekoufaki. Vraiment Ekoufaki. Kala d'ailleurs. Parce que si vous comptez, c'est plus de 30 ans. Kala, Mboka Ekoufakala. Alors, Mboka Ekoufaki, ce pays-là, qu'est-ce qu'on fait? On réanime pour essayer cliniquement de faire ressusciter le pays. Le défi, comme vous l'avez dit, est effectivement grand. Et voilà d'où nous partons. Et parce que nous partons de là, s'il faut évaluer un changement, il faut l'évaluer à partir de là. Parce que font l'erreur que fait tout commet de mortel? Tout le monde, les Congolais. Qu'est-ce qu'ils font comme erreur? Le ministre est là, qu'est-ce qu'il a fait? On cherche un bilan. Mais en partant de quoi? On ne le dit pas. Et là, les médias ne nous aident pas. Parce que si vous voulez évaluer quelqu'un, partez de quelque part vers quelque part. C'est-à-dire, partez par exemple de 94, dans l'état, contexte, prenez les éléments de comparaison, évaluez maintenant pour dire que nous étions ici, nous sommes en train d'aller là-bas, et voilà où nous sommes. C'est pourquoi j'avais dit que c'était à la fois une question claire et obscure, parce que vague même, parce que je me disais, je réponds comment? Vous avez donné un aperçu historique, ce qui est d'ailleurs un éclairage important sur l'équation que nous voulons régler et comprendre. Mais il existe aussi un principe, et ce n'est pas aux juristes que je vais apprendre, la continuité de l'État. Très bien. Donc, maintenant, quand le VPM arrive au ministère, il y a tout ce que vous venez de dire. Il y a tout ça. Je suppose que si vous voulez dire, c'est qu'il a compris un peu avant. Vous avez compris l'état dans lequel était le pays, nonobstant les 18 années après de Joseph Kabila, nonobstant Mosé Laurent Désiré, nonobstant les débuts du mandat de Félix Tshisekedi. Sur le plan de l'intérieur, comment maintenant vous articulez votre action pour rencontrer ce que vous appelez les ventres ouverts? Comment vous faites la césarienne? Comment vous recousez cette dame qu'on a laissée presque morte? Ce sont les mesures dont je veux maintenant que vous puissiez parler un tout petit peu. Merci beaucoup. Je formule une demande. Monsieur Willy Kalingay, le timing de notre émission ne nous permettra pas de tout éventrer. Je vous formule une demande. Oui. Est-ce que nous ne pouvons pas faire cette émission en 3 coupes? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous faisons, dans le timing convenu, nous nous retrouvons, nous faisons au moins 3 émissions. Je suis d'accord avec vous. Parce que la réponse que je vais vous donner va encore éclairer l'opinion. Oui. Parce qu'il y a continuité de l'État, je scinde cette continuité en 2 grandes parties. J'ai dit la continuité dans la destruction, la continuité dans la construction. Et tout est continuité de l'État. Oui. Alors, je prends d'abord la continuité dans la destruction. Vous savez, dès que l'indépendance nous a été donnée, la destruction a commencé. Sécessionnisme, tout ça, ainsi de suite. Parce que, et celui qui donne n'est pas content, celui qui prend brille un peu dans le triomphalisme. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Coup d'État, président Kassavou est parti. Nous repartons avec le pays qui s'appelle Zaïre. Nous évoluons. Je vous rappelle une chose. Nous sommes en 1981.
le président Mobutu est réélu, il dit septennat du social. Il est sur un vélo. OK? Septennat du social. Donc, le problème du social ne commence pas aujourd'hui. Le problème du social, nous sommes en 80, Mobutu monte sur le vélo, il dit, ce septennat, je le consacre, je le place sous l'auspice du social. Donc, le social avait déjà des problèmes en 80. De 80 à ce jour, vous voyez la vieillesse du social. Parce que quand vous me dites changement, je vous rappelle que je suis en train de changer un vieillard de tant d'années. Alors, il y a eu continuité dans la destruction du pays. Parce que le pays, aujourd'hui, il a combien d'années d'âge? Il a 66 ans. 66 ans. Il aura 66 ans le 30 juin. 66 ans. Dans les 66 ans, combien d'années de destruction nous pouvons scinder? Moi, je peux dire, je ne cueille pas les suffrages de tout le monde. Je peux personnellement dire, il y a eu plus de 50 ans de destruction. Et je peux le démontrer. Je peux dire que la construction commence avec le président Tshisekedi. Ce n'est pas du fanatisme. Alors, si je dois prendre 50 ans de destruction, je peux le démontrer parce qu'il y a eu sécession, il y a eu dictature, il y a eu tout ce que j'ai dénommé, tout ça. Il y a eu guerre à l'Est qui dure 30 ans dans les 50 là. OK? Alors, ça c'est la destruction du pays. La guerre détruit. La dictature là, elle a détruit. Parce que c'est sous Mobutu que la bourse n'a plus été payée. Les parents ont commencé à contribuer. La gratuité a cessé. Je rappelle aux Congolais que la gratuité de l'enseignement était dans la constitution du Zaïre. Ce n'est pas une invention nouvelle. C'est-à-dire, lorsque la révolution AFDL est venue, on a tellement stoppé, on a géré le pays comme on l'a géré, mais la constitution de 2006 qui nous régit jusqu'à ce jour ne prend que ce qui existait comme valeur juridique protégée que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement. Alors, le pays a été détruit pendant toutes ces années, disons-le. Et maintenant, nous arrivons sous l'auspice du président Tshisekedi, voici maintenant 6 ans. Nous essayons de réanimer, de construire Mboke Koufakala. Moi, je le dis même. Et je donne même les dates. Parce que quand le président l'avait dit, on a dit non, comment il dit, il est président. Mais moi aussi, je le dis, comme ils disent, il a dit, qui est-il? Alors, nous essayons de relever ce pays. C'est là que, de là que nous partons. Maintenant, la continuité de l'administration, je la prends là. Je cite beaucoup de ministres, je vois, parce que chez nous au ministère, le VPM Chabani a mis tout le monde qui est passé par ce ministère, je vois beaucoup de photos, tout le monde qui est passé par là, je vois heureusement le Sphinx, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais partons d'une date. Je prends par exemple, pour faciliter les choses, sous le président Félix-Antoine Tshisekedi, Gilbert Kankonde, Asselo, VPM Peter Kazadi, VPM Chabani. C'est là la continuité que moi je prends. Chacun a eu à contribuer d'une pierre à la construction. Parce que nous partons d'où? Nous partons des ruines. Un pays ruiné. Les bombes sont tombées, fondation par terre, tout a soufflé. Avec la bombe Hiroshima-Nagasaki. Il n'y a rien. Il faut débarrasser les débris, il faut commencer à reconstruire. C'est ça. C'est pourquoi la question des changements est vague. Alors, nous partons de là, la continuité. Qui a fait quoi? L'un peut-être a enlevé les ruines, l'autre a commencé la fondation, l'autre commence à élever le mur. Et c'est comme ça. C'est ça la continuité. Et je peux vous démontrer que Gilbert, Asselo, et tout ça, tous ces VPM ont eu à faire quelque chose. Je n'ai pas la prétention que nous sommes les meilleurs, nous venons faire. Nous allons ajouter, celui qui viendra après, le VPM va continuer. C'est même pourquoi la question de changement, qu'est-ce qui a changé? C'est trop vague. Je ne le dirai jamais. Maître, vous n'allez pas quand même, vous êtes très intelligent et vous êtes extrêmement avocat pour contourner certaines choses claires et précises. Oui, c'est vrai, le VPM Chabani a trouvé tout ce qu'il a trouvé. C'est aussi vrai qu'il est concret, il n'est pas resté dans les diagnostics. Oui. Il a touché la réalité. Oui. Alors pourquoi vous avez la pudeur de toucher les faits? Dites-moi quelques faits, dites-moi quelques mesures
qu'il a prises par rapport à lui-même, par rapport à son mandat, tout en ayant conscience du chemin parcouru, et vous l'avez bien dit, de toute cette continuité, que ce soit en destruction ou en construction. On veut voir ce qu'il a, parce que les problèmes, eux, ils sont nombreux. L'insécurité existe aujourd'hui, l'insalubrité existe, les tapages nocturnes existent, les tapages diurnes existent, les églises, partout nous avons des problèmes qui relèvent du ministère de l'Intérieur. Alors au lieu d'aller vous assommer avec les problèmes, je voudrais me rafraîchir avec les solutions prises. Donc vous ne voulez pas donner les détails. Donnez quelques détails. Oui, M. Willy Kalinga, j'ai dit au début de cette émission que je suis conscient de la personne devant qui je suis. Je vais y aller. Vous avez touché maintenant les problèmes, mais sans cette petite introduction, on ne se serait pas compris. D'accord. J'ai donné le contexte. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans quel contexte? La petite introduction nous permettra maintenant. Alors, quand le pays est détruit, même l'autorité de l'État est détruite. Voilà. C'est une des choses qui s'est Elle est détruite. Nous partons de là. Voilà Mboke Koufakala. Nous commençons maintenant à construire. Comprenez que nous avons un grand défi. Le VPM Jacquemain Chabani est à la tête d'un ministère qui s'appelle, on a abrégé parce que c'est trop long. Alors, le ministère s'appelle Ministère de l'Intérieur. 1. Sécurité. 2. Décentralisation. 3. Affaires coutumières. 4. D'accord? On a oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? Réformes institutionnelles. 5. Partis politiques. 6. Et tout ce que j'ai énuméré a des secrétariats généraux. Donc vous comprenez? C'est donc lorsque un méga-ministère. Méga-ministère. Lorsque vous voulez nous approcher, lorsque vous voulez nous critiquer, ayez la grandeur de ce que nous sommes, ayez la grandeur du défi devant nous et de toutes les menaces. Maintenant, là-dedans, je vais maintenant au problème pour ne pas dire que non, je les échappe. Il y a le Koulouna, il y a l'insalubrité, il y a l'insécurité, banditisme urbain, vagabondage, frontières poreuses, désordre, embouteillage. Et tout ça, ce sont des conséquences. Je vais aller aux conséquences. C'est les conséquences de la destruction du pays et de l'effritement de l'autorité de l'État. Alors, lorsque on veut commencer à construire le pays, c'est tout ça qui est pris en charge, mais nous avons le gros morceau. Alors, qu'est-ce que le VPM Chabani a fait? Beaucoup. Lorsque je dis beaucoup, effectivement, vos auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent, ils se disent, mais voilà, c'est là que les choses commencent beaucoup. Comment? Qu'est-ce que nous voyons? Justement parce que nous devons faire un effort, et c'est l'effort aussi que vous devez faire, tous les médias que j'ai cités, les grands, d'aider à aider la population à relever le niveau et le débat. Voici ce qu'il y a. Tout grand changement, d'accord, pas superficiel, en profondeur, commence par des grandes réformes. Et toute grande réforme commence par l'encadrement juridique, c'est-à-dire une loi à la base. Aujourd'hui, vous voulez juguler les mâles tels que Koulouna, banditisme urbain, vagabondage, police qui fait ce qu'il fait là, indisciplinée, embouteillage. Vous voulez résoudre tous ces problèmes, ce n'est pas la population veut quoi? On place les policiers sur la voie, on les prend, on les juge en flagrance, on les prend. Non, ce sont des épiphénomènes.
Ce n'est pas ça des solutions. C'est-à-dire on attaque le problème parce qu'il devient brûlant. La fièvre monte, prenez d'abord l'aspirine. Mais ce n'est pas l'aspirine qui soigne la malaria. Mais pour soigner la malaria, en donnant l'aspirine, on donne quelque chose en profondeur. Et la chose en profondeur, c'est la réforme. Et les réformes, nous les avons faites. Je veux vous donner une réforme dans l'émission d'aujourd'hui parce que c'est long. Oui. Vous me demandez qu'est-ce que Chabani fait. Mais tellement beaucoup que c'est long. Même pour vous expliquer, c'est beaucoup et c'est long. Le ministère est méga. Je vous donne une des grandes réformes qui a commencé par la loi. Lorsque le VPM arrive au ministère de la Justice, dans l'esprit, je précise, pas de polémique, mais de continuité, comme vous l'avez dit, parce que moi, je salue les efforts fournis par le VPM Kankonde, le VPM Aselo, le VPM Peter Kazadi, le VPM Chabani. Dans la continuité de l'action du président Félix Tshisekedi, nous sommes venus avec des réformes. La réforme, on ne la sent pas. Le Congolais vous dira, mais Nassani est l'eau Ezate. $1 equity Nassani est l'eau Ezate. Effectivement, on ne la sent pas, mais c'est ça la guérison en profondeur. Quelle est la réforme phare qui va résoudre 1000 problèmes à la fois? C'est la gouvernance administrative et sécuritaire à la base. Ça, c'est un cachet spécial signé Chabani Lukuo Biango Jacquemin, VPM intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Gouvernance et administrative et sécuritaire à la base. Le pays est détruit comme nous l'avons constaté tous au début de l'émission. Il doit être reconstruit. Ce n'est pas le seul président Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas avec Madame la Première ministre, son Excellence Souminois. Ce n'est pas avec le VPM Chabani, avec l'équipe gouvernementale. C'est avec tout le monde. Nous prenons la chose à la mesure, à sa juste valeur. Le président de la République au stade des martyrs a donné 6 piliers de l'action de son gouvernement. Les 6 piliers ne sont pas une génération spontanée. C'est issu, après avoir sillonné tous les pays, il dit, je résume tous les problèmes, je synthétise en 6. Dans les 6, deuxième action du gouvernement, protéger le territoire, protéger la population et ses biens et le territoire national. Ce pilier nous intéresse, nous, directement. La protection de la population et de ses biens et du territoire national. Ça nous intéresse directement dans les 6 actions. Nous prenons une pour nous. Nous laissons les autres parce qu'il y a plusieurs ministères. Voilà. Lorsque nous prenons ce pilier, il se reconstruit avec tout le monde. Ce n'est pas le moment de dire président tel a détruit, président tel a détruit. Ce n'est pas la philosophie du président Tshisekedi. La philosophie du président Tshisekedi, c'est qu'ensemble, relevons les défis et construisons. C'est dans ce sens que les réformes prises par le VPM Chabani vont dans le sens de mettre, c'est le vocable du président de la République, l'homme, le Congolais, au centre de son intérêt, de son action. Nous allons reconstruire ce pays avec le Congolais. En matière de sécurité et de l'administration du territoire, nous allons reconstruire ce pays avec le Congolais lui-même et le pays. Dans la réforme, qu'est-ce qui est prévu? Déjà, la nomenclature de la réforme le dit. Gouvernance sécuritaire à la base. Nous retournons à la population. C'est une forme de démocratie administrative et sécuritaire. Ça dit quoi en concret? Il y a 3 textes, un bloc de textes, de 3 textes. Le premier, c'est un décret du Premier ministre, pris par le Premier ministre pour créer, organiser ce qu'on appelle la gouvernance sécuritaire, les comités locaux et provinciaux de sécurité. Par là, ça passe par l'administration. Lorsqu'on les crée,
on amène la responsabilité du pays et même de l'autorité de l'État bafouée jusqu'aux citoyens. C'est une recette formidable. Je m'explique. La loi créant les comités locaux et provinciaux de sécurité veut qu'on puisse gouverner avec le peuple. Comment? La sécurité du pays, l'administration du pays n'est plus l'affaire des autorités au sommet du pays. Mais à la base. C'est une affaire des autorités au sommet du pays, mais en retournant le problème à la base. Monsieur Willy Kalinga, je vous donne un cas concret. Vous voulez le concret, n'est-ce pas? Sûr, voilà, vous l'aurez dans la première partie ici. Voilà. Le pays grand, immense comme celui-là, nous sommes avec vous sur le plateau. Même si c'était vous, le VPM Chabani, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'à l'instant, vous pouvez savoir ce qui se passe dans un coin perdu de Kinshasa, dans un coin perdu du Katanga, de toutes les provinces difficiles? Mais il faut restaurer le pays, l'autorité du pays, de l'État à travers tout le pays. En faisant quoi? En faisant ceci, il faut réhabiliter le pouvoir du chef des rues, du chef d'avenue, du chef des quartiers. C'est l'œil et l'oreille de l'État. Avant que l'intervention de l'État, les 3 minutes, les 2 minutes, même aux États-Unis, avant les 2 minutes là, il faudrait que le chef des quartiers, le chef d'avenue, soit capable de le faire. Je m'explique. Avec la gouvernance sécuritaire à la base et administrative, on retourne le pouvoir sécuritaire et administratif au chef des rues, au chef des quartiers. Je ne dis pas des choses théoriquement, la loi est là. Le VPM a pris les 2 arrêtés le 4 novembre 2024. Soit 3 mois après avoir pris le pouvoir. 3 mois d'observation. Et au mois de février, il a commencé l'itinérance, février 2025. Il a commencé l'itinérance pour implanter lui-même les comités locaux et provinciaux de sécurité avec les nouvelles attributions. Une telle loi de telle envergure mérite d'être vulgarisée. Elle est vulgarisée comment? Par la formation. Les gens viennent. Encore que si j'entre dans les détails pour vous décrire qui forme, vous allez être étonné. Les gens vont 3 jours avant le VPM. Ils forment le chef des rues, le chef des quartiers, le bourgmestre, le chef de groupement, le chef des villages, le chef des secteurs, le chef des territoires, mairie et gouverneur pendant 3 jours. Et le VPM vient avec le clou et le marteau pour enfoncer le dernier jour. Il explique comment désormais les choses vont se faire et tout ça, il dîne avec le gouverneur et le chef des quartiers. Avant lui, personne n'a fait ça. Et il insuffle une nouvelle gouvernance de la chose. De sorte que, pour conjurer par exemple le Koulouna, aujourd'hui, si le chef des quartiers, on lui restitue ce pouvoir, on sait savoir sur chaque avenue quelle est la maison qui cache le Koulouna. Quelle est la maison? Et on sait remonter au chef des quartiers, le chef des quartiers au bourgmestre, le bourgmestre, mais ainsi de suite jusqu'au sommet. Voilà un peu la recette, une réforme, gouvernance. Ça ne produit pas le fruit aujourd'hui. Parce qu'une année, de février à décembre, il a installé dans 10 provinces. Nous allons poursuivre l'année qui commence pour atteindre 26 provinces. Parce qu'on doit intérioriser ça. Désormais, un chef de quartier doit comprendre. Je finis par là, si vous permettez. Je vous en prie. Un chef de quartier doit comprendre ceci. C'est moi qui dois dire au président Félix Antoine Tshisekedi, dans mon avenue, j'ai 100 personnes. Dans mon avenue, j'ai 45 maisons. Telle maison, autant telle maison. Dans mon avenue, il y a l'arrivée. Regardez, lors de son discours à la nation, le président de la République a dit surpeuplement de Kinshasa est dû à quoi? Des années avant, on n'a pas projeté, anticipé et planifié. Et maintenant, nous avons les conséquences devant nous, juste au bout du nez.
comment les gens quittent, viennent. Mais le chef de quartier associé peut savoir. Je suis passé il y a 2 mois. Maintenant, je suis passé. Regardez, vous étiez 10, vous êtes 4. Où sont partis les 6? Contrôle de la population. Je suis passé, vous étiez 4, vous êtes 15. Ils viennent d'où? C'est comme ça que nous pouvons contrôler le flux migratoire. Ça, la population ne peut pas comprendre, mais nous le faisons. Aujourd'hui, demain, nous pouvons partir. Mais nous allons laisser une base. C'est pourquoi je n'ai pas craché sur la lutte, les efforts des autres. J'ai dit, nous venons ajouter. Et après, nous, on viendra ajouter. Mais nous laissons quand même des réformes solides qui peuvent commencer à produire des résultats si on nous donne un tout petit peu de temps. Je peux demander un tout petit peu de temps, c'est-à-dire même une année. Vous allez voir que le Kuluna qui a commencé pas sous Mobutu, il n'y avait pas de Kuluna, pas sous Mouzé, il n'y avait pas de Kuluna. Nous, au ministère de l'Intérieur, nous avons pu faire un effort avec des réunions, comme vous l'avez dit, interminables et des études pour identifier à quelle époque, à peu près, les choses ont commencé. Les choses ont commencé. Et pourquoi ça a commencé? Parce que pour attaquer le mal, il faut savoir le définir, comment il a commencé, ses origines. Là, vous pouvez maintenant vous dire, non, je maîtrise la situation. Maintenant, je peux proposer les solutions parce qu'une décision en politique, c'est un processus décisionnel. Maître Alphonse Tamboué, merci de votre réponse. Je sais que nous avons, dans cette émission, dit des choses importantes. Je crois qu'elles étaient fondamentales. Dieu merci, vous-même vous avez dit que nous allons nous retrouver, mais nous allons continuer. Parce que notre rédaction a quand même pu s'intéresser au ministère de l'Intérieur. Nous avons voulu faire aussi notre petite enquête, un tout petit peu, pour voir qu'est-ce qui a vraiment été fait un peu, comme une forme de petite synthèse. Et content que vous ayez relevé cette réforme en profondeur. Et je pense que la sécurité, comme dans d'autres pays, comme en Israël, comme partout, la population doit y participer parce qu'il s'agit de sa propre vie. Mais nous allons suivre cet élément et puis nous nous retrouvons. Merci. Depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de l'Intérieur, Jacquemain Chabani s'est retrouvé au cœur de l'un des portefeuilles les plus sensibles de l'État congolais. Sécurité intérieure, administration territoriale, gestion de province, liberté publique, l'intérieur est à la fois le miroir de la stabilité ou de la fragilité d'un pays. Et c'est à cet aune qu'il faut apprécier son action. D'abord, un constat. Le ministère a retrouvé une présence politique. Là où l'intérieur était parfois cantonné à la gestion de crise, Jacquemain Chabani a cherché à imprimer une ligne d'autorité administrative assumant la centralité de l'État dans la coordination des gouverneurs, des autorités locales et des services de sécurité. Le message est clair, l'ordre républicain ne se négocie pas, il s'organise. Sur le plan sécuritaire, les défis restent immenses, notamment à l'Est, mais le ministère a tenté de renforcer la chaîne de commandement et de réaffirmer la responsabilité de l'autorité civile sur les forces de sécurité. Ce n'est pas encore la transformation structurelle attendue, mais on observe une volonté de clarifier le rôle, de limiter les zones grises et de rappeler que la sécurité intérieure n'est pas une juxtaposition d'initiatives, mais une politique publique cohérente. Un autre marqueur de son passage concerne la gestion de l'espace politique et social. Dans un contexte post-électoral tendu, Jacquemain Chabani a souvent marché sur une ligne étroite entre maintien de l'ordre et respect des libertés publiques. Ces décisions ont parfois suscité des critiques, mais elles traduisent une réalité. Gouverner l'intérieur en RDC, c'est arbitrer en permanence entre l'exigence de stabilité et la pression démocratique. Sur le terrain de la décentralisation et de l'administration territoriale, les résultats sont plus contrastés. La volonté de remettre de l'ordre dans le fonctionnement des provinces et des entités territoriales est perceptible, mais elle se heurte à des résistances structurelles. Faiblesse de moyens, clientélisme local et lourdeur administrative héritée de longue date. Le ministre donne l'impression d'avoir ouvert des chantiers sans toujours disposer des leviers nécessaires pour les mener à terme rapidement. En définitive, le bilan de Jacquemain Chabani à l'intérieur est celui d'un ministre d'autorité dans un ministère de tension. Il n'a pas tout réglé, personne ne l'aurait pu, mais il a réinstallé l'intérieur comme un centre de gravité politique. La suite dépendra de sa capacité à transformer cette autorité affichée en réforme durable, perceptible dans la vie quotidienne des Congolais. Voilà, juste une synthèse que nous propose Domomat. Maître
Maître Tamboué, je vais vous poser deux petites questions de précision, parce que nous abordons la question de la décentralisation. On dit que le ministre, le VPM, le vice-premier ministre Jacques Chabani, il combat la démocratie parce qu'il interdit aux assemblées provinciales d'exercer leurs droits constitutionnels, en demandant même qu'il n'y ait plus d'émotions, des censures, qu'on l'on laisse les gouverneurs tranquilles, même ceux qui sont de manière publique pointés comme des mauvais gestionnaires. C'est toute la difficulté entre stabilité et démocratie. Comment on garantit le fonctionnement des institutions légales, en même temps comment on stabilise l'État lui-même en mettant des limites? C'est une question, je ne sais pas si c'est aux juristes que je la pose aux politiques, mais en tout cas, j'attends que vous y répondiez rapidement, parce qu'il y a encore 2 ou 3 autres avant que le temps qui nous est imparti touche sa fin. Merci, M. Willy Kalengai, pour la question. Encore une fois, ce n'est pas facile d'être devant vous. M. Willy Kalengai, je suis en train de lutter entre rester dans l'éthique d'homme d'État et vous dire toute la vérité. Sur cette question-là, vous savez que les institutions provinciales, l'Assemblée et le gouvernement provincial sont devenus à un moment donné des théâtres de beaucoup. Je veux vous partir d'un cas concret. Depuis le découpage en 2015 des provinces, quelle est la province qui a été développée par le gouvernement provincial et quelle est la province qui a été développée par l'Assemblée provinciale? Difficile. Parce que la population doit aussi se poser ces questions. Quand ça ne va pas dans une province, qu'est-ce qu'on dit? Le président Félix n'est pas Nabiso à Komananouté. Le président Félix n'est pas le président provincial, n'est pas président de l'Assemblée provinciale. Il existe un gouvernement pour la province et une assemblée pour la province. La province et le gouvernement, au lieu de travailler, ils entrent dans des guéguerres. Ils se tirent dessus, ils se rentrent dedans. Le premier mandat, le président de la République a fait un malheureux constat, se disant que on a passé 5 ans à se rentrer dedans. Et cela n'a pas permis de développer les provinces. Dans 26 provinces, on a changé 26 gouverneurs. Tenez, M. Willy Kalengai, le temps qu'on met pour destituer un gouverneur, le temps qu'on met pour qu'il aille dans les recours devant les juridictions compétentes, le temps qu'il soit réhabilité ou pas, on perd beaucoup de temps au lieu de se mettre à construire la province. On sort de la compréhension de la chose du constituant et on est dans la récréation, dans des futilités. Voilà ce qui se passe. À un moment donné, ce sont des motions, comme quelqu'un dirait, ventriotes. C'est-à-dire des motions faites pour que le gouverneur puisse débourser de l'argent, ou bien le gouverneur ne veut pas débourser de l'argent, il veut consacrer au développement. Nous allons lui montrer que nous sommes des chefs. Si vous me demandez en aparté, pas dans l'émission, en aparté, mon point de vue, en aparté, je vous dirais que moi je suis pour le changement de la Constitution pour supprimer et gouvernement provincial et assemblée provinciale. Pourquoi? Parce qu'on a quitté l'option optative. C'est-à-dire qu'on a quitté la philosophie du constituant. C'est une question d'homme ou c'est une question de culture ou une question de texte? C'est une question de culture politique. Mais la culture, le texte est là. Ça va venir. Je vais vous expliquer. On ne va pas tuer l'administration. Je vais vous expliquer. Oui. Le député vous dit, provincial, j'ai dépensé mon argent. Je ne sais pas récupérer.
Le député vous dit on ne nous rétrocède pas. Encore que le débat sur la rétrocession, c'est encore un pan. Il faut toute une émission pour expliquer. Parce que la recette qu'on rétrocède, ce n'est pas la recette de la province. C'est la recette constitutionnellement attribuée au gouvernement, au pouvoir central, mais récoltée en province. Si le pouvoir central doit la retourner en province, c'est avec des assignations. Mais tous les gouverneurs disent échouer parce qu'on ne leur a pas rétrocédé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs recettes propres? À leur tour, ont-ils rétrocédé aux communes, aux quartiers, ainsi de suite? Nous devons relever ce pays ensemble. À mon humble avis, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux se sont illustrés dans des guerres inutiles à tel point qu'ils ont oublié l'essentiel. C'est pourquoi c'est une décision pas du VPM Chabani, mais du Conseil des ministres. Le président a voulu qu'il y ait stabilité des institutions. Et cela rentre dans ses attributions, le garant de la stabilité des institutions. Qu'on ne perturbe pas les institutions provinciales. Mais maître, vous savez aussi qu'il y a une loi qui consacre l'autonomie de gestion des provinces. Ouais. Comment le VPM à l'intérieur peut se permettre d'avoir une même mise sur des institutions provinciales? Je réponds directement, oui, sèchement. Ok. L'autonomie des provinces ne signifie pas que vous allez à l'Assemblée, vous vous battez, vous vous blessez. Ça s'est fait à Lomami. Ça s'est fait au Congo central. Vous avez votre autonomie de province. Le VPM n'entre même pas là. Gérer et développer. Mais c'est lorsque vous commencez à ériger une assemblée provinciale en ring de catch américain. Qu'est-ce que vous voulez que l'autorité fasse? Lorsque, s'il vous plaît, M. Willy Kalingay, allons pour éclairer la population, ce qui s'est fait au Congo central. Oui. À Lomami. Lomami, c'est ma province natale. À Lomami, du sang. On a transformé l'assemblée en bain de sang. Au Congo central, on a transformé l'assemblée en casse, théâtre de pillage et de casse. Nous sommes en train de regarder la CAN. Quelle que soit l'équipe qui perd, on ne casse pas le stade. Pourquoi cette culture? C'est pourquoi j'ai répondu que c'est un problème de culture politique. Pourquoi quand on perd, fut-il Léopard, l'équipe nationale, on doit casser le stade? C'est comme si on dit on n'a pas préparé, je casse les marmites. Mais lorsqu'on veut préparer, on va préparer dans quelle marmite? Ça, là, c'est un problème de culture. Ça va de la population vers les autorités, les élus du digne peuple. Parce que quand vous commencez à vous battre, à tout moment, c'est l'émotion. Quand vous voyez l'émotion, c'est pour faire partir parce qu'il ne nous a pas donné l'argent. Et quand il y a l'argent qui entre, nous avons suivi. Et c'est honteux. J'ai honte de le dire, M. Willy Kalingay. Un gouverneur dit, s'il m'accuse de détournement, de 200 millions, 100 000, nous avons partagé avec eux. Ça fait très mal. Et le président a raison, lors d'un conseil des ministres, de dire, pas d'émotion qui déstabilise les institutions pour les appétits du ventre. On doit contrôler ça aussi. C'est l'ordre public qui est troublé. C'est une scène malheureuse, fâcheuse qu'on offre à la population et c'est pas bien. Donc c'est ça qu'on contrôle. Maintenant, dans la terminologie politique, ils freinent les provinces, autonomie de gestion. Non, nous ne sommes pas là. Ils gèrent. Nous voulons d'ailleurs qu'ils gèrent avec autonomie, qu'ils fassent tout pour développer leur province. Mais les batailles, les guerres, les bagarres, les rixes stupides, les rixes stupides au Parlement ne développent jamais un pays. C'est ce qui fait que 65 ans depuis, il y a des provinces qui n'ont pas vu 1 cm, 10 cm, 20 cm de macadam. Et cela se fait
sous l'impulsion du président Tshisekedi. Et nous avons été en itinérance avec le VPM Chabani. Je peux citer Bazouele, je peux citer Lodja, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait les institutions, on ne les contrôlait plus. Et au nom de la liberté d'administration des provinces, de l'autonomie, on fait n'importe quoi. Voilà où se situe l'action du VPM Chabani. On l'accuse de rien. Permettez que on l'accuse de rien. Le VPM Chabani donne l'exemple de respect. Vous voulez que le subalterne vous respecte, il faut le respecter. Il respecte beaucoup les gouverneurs de province. Vous pouvez balader votre micro et les sonder. Il les respecte beaucoup et en retour, on le respecte aussi doublement. Nous ne pouvons que nous réjouir. C'est une collaboration d'une telle de collaboration. Respect. Mais Maître Tamboué, vous avez dit que le pays est dans la continuité de la construction depuis l'arrivée du président Tshisekedi, mais cette continuité de la construction, 6 ans, il n'y a pas de carte d'identité. Comment peut-on comprendre ça? Qu'on n'a pas de carte d'identité, 6 ans après, les retours de la construction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le peuple n'est pas... C'est parmi les choses les plus importantes. C'est ce qui confère à un peuple sa dignité. C'est ce que nous pouvons savoir, compter sur qui. Mais il n'y a pas de carte. Pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, ça c'est vous qui devez délivrer les cartes. Merci beaucoup, M. Willy Kalengay. Ex abrupto, sans introduction, je vous dis que le président Félix Tshisekedi va donner la carte d'identité aux Congolais et cela se fera cette année. Pourquoi on n'a pas donné? Voici des réponses. 2024, lorsque le VPM est nommé, ok, il y a un budget qui est finissant. Ce budget n'avait pas tellement prévu des moyens pour que nous puissions commencer la vaste opération de délivrance de la carte et à la donner aux Congolais. Donc, aucun miracle possible. Il faut l'avoir prévu dans le budget, donner à l'ONIP, Office national d'identification de la population, les moyens, l'ONIP donne la carte d'identité. Nous basculons en 2025. En 2025, nous avons trouvé une situation confuse. Et merci de me donner l'occasion d'expliquer. Parce que les gens le disent parfois avec dédain. Le président de la République est le seul à avoir la carte. Oui. D'abord, ce n'est pas vrai. On avait donné la carte à 709 Congolais. 709 Congolais ont obtenu la carte. Il n'y a pas que le président de la République. Mais le problème, c'était quoi? Il n'y a pas de honte et il n'y a pas de mal à bien faire les choses. On a mis la charrue devant les bœufs. Le partenaire privé avec lequel nous avions signé le contrat a commencé à délivrer la carte, alors que la loi qui crée la carte dit que il faut commencer par d'abord élaborer le fichier général de la population. Donc il y a des préalables. Les préalables, c'est recenser la population. Ensuite, sortir de la population. Les Congolais vivant au Congo. Les Congolais vivant à l'étranger. Les étrangers vivant au Congo, les prisonniers, les réfugiés, les policiers. Parce que dans l'élection, il n'y a pas de policiers. Les policiers doivent être recensés. Les militaires doivent être recensés. C'est ça, fichier général. Les morts et les vivants doivent être dans le fichier. Et il faut commencer par là. Les Congolais, je vous regarde en face pour vous dire, voici la problématique de la carte. Il faut créer le fichier général de la population. La CENI, en 2028, lorsqu'elle va vouloir organiser les élections, prend dans le gros fichier général de la population les Congolais qui ont atteint l'âge de la majorité, qui répondent à la loi pour voter. On extrait, c'est un extrait. On extrait ceux qui sont, on dit, ils sont autant, 50 millions.
Mais le fichier lui-même peut avoir 200 millions, 250, parce que là-dedans, il y a même les étrangers vivant au Congo. C'est le fichier général de la population. C'est ce qu'il faut d'abord préalablement créer. Parce que les gens se disent, mais ça traîne pourquoi? On appelle les gens, on donne la carte, tout ça. Non. On doit identifier celui à qui on donne la carte. Est-il congolais, est-il étranger? S'il est étranger, il est dans la strate ou catégorie des étrangers. S'il est réfugié, il est dans la strate de la catégorie des réfugiés. S'il est déplacé, il est dans cette strate. On stratifie tout. Les mineurs n'ont pas été enrôlés par la CENI, mais l'ONIP doit les enrôler. Les élèves, on doit aller dans les écoles pour enrôler. D'abord, constituer le fichier général de la population. Et pour faire cela, le préalable est là, il faut un budget. Ce budget est voté. Et le président l'a dit, cette année, on va donner. Alors, le budget étant voté, les moyens étant disponibles, on va les mettre à la disposition de l'ONIP. Une fois l'ONIP a les moyens, l'ONIP commence maintenant sa politique parce qu'il y a un cahier de charges et une feuille de route pour recenser, enrôler la population. Il y a un centre de données qu'on appelle Data Center, exclusivement pour l'ONIP, qui doit héberger ces données. Il faut un travail de mise à jour de toutes ces données. Alors, vous comprenez qu'il y a un travail en profondeur. Il ne faut pas dire pourquoi je ne vois pas l'immeuble à 28 étages. Peut-être que la fondation est terminée, on va commencer l'élévation. C'est un peu ça. Soyez un tout petit peu patient, chers Congolais. Nous allons terminer. Moi, plus que le président, ma voix ne compte pas. Le président vous a dit, cette année, on va commencer avec ceux qui s'étaient enrôlés pour les élections. La carte vous sera donnée. C'est un défi, nous y avons vraiment travaillé. Nous avons corrigé les ratés. Nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons en synergie avec la présidence de la République, la primature et le ministère de l'Intérieur. On conjugue les efforts pour que cette année, la carte soit donnée aux Congolais. Et aimez à me croire, elle vous sera délivrée. Voilà. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, je vais vous poser une toute dernière question, ce sera la conclusion. J'espère que vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Le ministère a déjà 6 branchements, 6 secrétaires généraux, c'est beaucoup. Mais je vous pose cette question parce qu'elle est d'actualité, c'est quand même le banditisme urbain. Je regrette déjà que cette émission se fait pendant qu'il y a un professeur d'université qui a été assassiné dans sa maison. Les bandits sont entrés chez lui, ils l'ont vandalisé et dans cette ville, il est devenu pratiquement difficile de fermer les yeux parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller demain, qui va venir frapper à votre porte, avec quel type d'arme. Alors, sans entrer dans la polémique ni dans la tragédie, je sais que le ministre, le VPM est allé directement lui-même sur les lieux pour pouvoir s'enquérir de la situation. Mais la problématique du banditisme, parce qu'ils ont des armes. Nous, il n'y a pas de magasins, on vend les armes ici. Donc, la seule force qui détient des armes, c'est l'armée ou la police. Donc, si quelqu'un arrive dans une maison avec une arme, il est supposé avoir été en contact avec ces deux forces. Alors, rapidement, parce qu'on ne va pas tout terminer, on commencera par là la prochaine fois. Quelle est l'approche que vous faites par rapport au banditisme urbain, mais banditisme urbain armé? Parce que les armes, c'est pas en machine qu'on les achète, il n'y a pas un magasin ici. Quelle est l'approche que vous avez pour combattre ce banditisme? Merci Willy Kalengai pour la question. Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup trop à dire à ce niveau-là. Banditisme urbain, ça me va droit au cœur. La mort du professeur, ça fait très mal. Vous savez, plus humain que Jacquemain Chabani, je ne sais pas. Même le président de la République, je vous livre une indiscrétion. Il leur arrive aussi, lorsqu'ils apprennent que X personne est décédée, de laisser couler l'alarme. Ça fait très mal à tout le monde. Lorsqu'on apprend qu'à l'est du pays, on tue les Congolais. Mais le chef ne pleure pas en public. Il prend son lacrymatoire. Il est dans la chambre, seul et scellé dans son bureau. Il grince les dents. Il pleure, il laisse couler l'alarme. Mais dès que l'alarme est sèche, il prend des dispositions pour que cela ne revienne.
Et pour que cela n'aille plus à revenir, banditisme urbain. Je suis sur le plateau de Radio Okapi avec votre confrère Kéline Nkouté. Elle me pose la question suivante. S'il vous plaît, quand est-ce que finalement on mettra fin au banditisme urbain? Sans hypocrisie, sans embâche, sans aller par le dos de la cuillère. Et vous me connaissez, je n'ai pas ma langue dans la poche, je l'ai dans la bouche. J'ai dit ceci à votre confrère Kéline Nkouté, que Madame, je ne vous ai jamais dit que nous vivons au paradis. Mais puisque c'est sur terre que nous vivons, il y aura toujours banditisme urbain. À l'État d'avoir toujours les moyens pour intervenir le plus tôt et aussitôt qu'il en est informé. Même aux États-Unis d'Amérique, un élève de moins de 6 ans prend une arme, va tirer sur sa maîtresse. C'est un phénomène social universel. Mais je ne me dédouane pas, je ne me justifie pas. Ça fait mal quand ça arrive. Mais la vérité que je vous lâche aujourd'hui, avant qu'on termine notre émission, c'est que celui qui viendra vous dire on mettra fin, vous trompe. Parce qu'il n'y a qu'au paradis. Il n'y aura pas de bandits. Oui. Sur terre, il y en aura. Le bien comme le mal. C'est sur terre qu'il y a le bien. Le bien et le mal se côtoient sur terre. Difficile, M. Kalengai, de vous dire qu'après votre émission, je sortirai, je cognerai quelqu'un, je tamponnerai quelqu'un. Difficile de vous le dire. Et l'État aussi ne peut pas. Et l'État ne fonctionne pas avec les prophéties. Donc, c'est placer la barre très haut pour demander plus à l'État. À l'État de prévoir, d'anticiper, de prévenir, et ainsi de suite. Je suis d'accord. D'acheter du répondant et à défaut d'indemniser les victimes. Je suis d'accord. Mais dire que qu'on mette définitivement fin, non, impossible. Si vous voulez que je fasse de la démagogie sur le plateau, je vous dirai que nous mettrons fin avant 2028, ainsi de suite. Mais c'est très compliqué. Chose. Mais nous faisons beaucoup. Oui. Nous faisons beaucoup. Je vais vous expliquer maintenant. Pour juguler la crise. Je vous disais tout à l'heure que nous pouvons situer quand est-ce que le Kuluna, la criminalité à machette, la criminalité de sang a commencé. Nous pouvons vous situer. Et qui a distribué les machettes? Qui a donné cette culture pour que les gens s'entretuent avec des machettes? Alors, lorsque ça commence, ça devient récurrent et ça prend forme dans la société. L'unique moyen pour lutter contre ça, c'est de responsabiliser la population. Regardez, lorsque l'opération Ndobo attrape les Kuluna, c'est alors que vous voyez à la télévision, moi Nananga Ibakate, une maman, un papa. Donc ces gens ont des familles. Mais que font les familles? Cachent leurs enfants. Que font les quartiers et les avenues? Moi Nawana Zalaka Kuluna, mais Tokoyib sa police. Vous voyez cette complicité, la victime complice du bourreau. Alors, si tout le monde se met à dénoncer, à collaborer avec la police pour dire là-bas il y a un Kuluna, ici tout ça, ça permet l'opération Ndobo pour happer et pêcher tous les criminels. Donc nous ne pouvons réussir qu'ensemble. Parce que sur chaque avenue, les habitants de chaque avenue connaissent les bandits. Mais voici ce qu'ils font. Ils font ceci, et c'est une erreur monumentale. Le Kuluna de Makala ne veut pas donner des coups de machette aux habitants de Makala. Ce sont ses vieux, ce sont ses parents, ce sont ses oncles, ainsi de suite. Il ira opérer ailleurs. Celui d'ailleurs ira à Makala. Donc en protégeant, nous protégeons une criminalité et nous l'entretenons. Mais si nous prenons comme arme la dénonciation, la formule devient facile. Si tout parent, les parents, on me dira, c'est impossible. Mais si tous les habitants du quartier
vont à la commune remonte l'information. Dans cette famille, il y a Kuluna. Ils s'appellent même autant. Ils sont autant. La police vient faire un travail en amont, anticipatif, pour juguler le Kuluna. Nous travaillons sur ça avec les comités locaux de sécurité pour arriver à juguler. Croyez-nous, nous allons arriver avec la collaboration de tout le monde et de la population, parce que le VPM l'a déjà fait dans 10 provinces, il va étendre. Nous avons déjà communiqué comment diagnostiquer les messages, comment reprendre l'information, comment relayer, comment partager l'information, comment faire ainsi de suite. Nous savons maintenant aujourd'hui faire un diagnostic tel que Bandalungwa, c'est une commune par exemple où il y a beaucoup de bars, d'ambiance et de tout ça. Mais ceux qui viennent animer l'ambiance n'habitent pas Bandal. Ils viennent ailleurs. Parfois, ils habitent... Toutes ces études, nous le menons. Le VPM Chabani a écrit à l'université pour qu'elle lui produise un travail fourni et détaillé sur la criminalité, criminalité criminelle et comment éradiquer. Et l'école de la criminalité de Lubumbashi, c'est la faculté de Lubumbashi, Kinshasa a eu l'humilité d'envoyer l'étude là-bas et on a produit l'étude, c'est chez nous. C'est pour vous dire que le VPM prend à bras le corps, associe même Banganga Mayele, les professeurs, les universités, pour qu'on lui produise le travail pour que nous puissions juguler. Mais je veux vous dire, en passant, vous pouvez imaginer par exemple le banditisme dans les zones minières. Pourquoi ça ne termine pas? Avec les creuseurs et tout ça. Les creuseurs sont là, encadrés par les policiers et l'armée. Ça demande beaucoup de techniques pour juguler cela. Déjà, les mines nous créent des problèmes. Nous créent vraiment beaucoup de problèmes. Tout le monde, et si vous laissez les policiers, les militaires à cet appétit, on doit vite juguler. Et c'est un travail immense. Mais pour comprendre que ils le font avec la complicité. Parce que lorsque le VPM lance ses ndobos pour pêcher, happer les criminels, nous avons parfois les policiers. N'ayons pas honte de le dire. On va dire, mais c'est vous, police, c'est vous. Non, on n'a pas honte. Nous avons la police qu'on a trouvée. La police mixée, brassée 1000 fois. L'armée mixée, nous n'avons pas honte de dire que dans les Koulouna, il y a les policiers, dans les mines, il y a les policiers, tout ça, et nous voulons mettre. Et c'est ça l'immensité même de la tâche. Et vous avez par exemple l'embouteillage. Il y a des policiers, il y a encore des policiers aussi qui en créent. Nous n'avons pas honte de le dire, mais il faut d'abord cerner le problème, les causes avant. Et nous connaissons tout ça, nous travaillons sur tout ça. Prochainement, nous parlerons de l'école de formation de la police. Nous parlerons de Momondo, nous parlerons de tout ça. C'est pour comprendre que le VPM travaille. Mais le travail n'est pas un travail au petit bonheur. Vous vous réveillez, vous ouvrez votre bonbon, chingom, vous mâchez. Non, ce n'est pas ça. C'est un travail en profondeur. En profondeur. Et tout travail en profondeur demande des réformes. Et les réformes sont là. Voilà. Les réformes sur la loi de la programmation de la police, on a beaucoup à vous dire. Peut-être même les 3 émissions ne suffiront pas. C'est parce que vous voyez que, et je voudrais ici m'adresser au VPM, vous voyez que le ministère a besoin de communiquer. Comme vous avez choisi la gouvernance à la base, la gouvernance sécuritaire, vous devez donc communiquer davantage parce que vous n'irez pas dans toutes les maisons, mais nous pouvons aller dans toutes les maisons avec votre message. VPM intérieur, c'est le moment de multiplier les occasions de faire parler vos cadres comme celui que nous avons vu aujourd'hui. Maître, en tout cas, je vous remercie de votre ponctualité surtout à cette émission, mais surtout des informations que vous avez données. Je voudrais ici dire que Géopolis va collaborer vraiment à ce que nous puissions avoir une culture sécuritaire. Le pays ne peut se défendre que par ses enfants et ceux-ci ne peuvent être opérationnels que s'ils sont bien formés. Il faut donc former les gens et je suis content d'apprendre que vous avez mis ces comités locaux de sécurité.
Merci et meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci beaucoup, M. Willy Kalengai. Ça n'a pas été facile. Je n'ai plus de salive dans ma bouche. Merci, maître. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Cette émission vous va être diffusée et rediffusée. Vous allez lire sur les plateformes. De toute façon, quand elle va passer, essayez de réagir. Renvoyez-nous des questions parce que je vous ai dit que je vais revenir avec mon invité pour qu'on continue. Des questions de sécurité, des questions de Koulouna, des questions tellement de choses, des questions des églises, des questions de tapage nocturne, tapage diurne, des questions des marchés qui combinent à côté des écoles et des bars et des hôtels. Tout ça, c'est notre vie en commun. Le ministère de l'Intérieur, comme nous a donné quelqu'un pour répondre, va réagir. N'hésitez pas à réagir, mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Meilleurs vœux de bonheur pour cette année qui commence. Faisons de cette année une année de concrétisation de tout ce que nous avons entendu, de ce que nous avons promis. Au revoir.